911, ici John. Quel est l'objet de votre urgence? Bonjour, il y a une urgence ici. J'ai trouvé quelque chose dans le placard de mon fils, enroulé dans un sac en plastique. D'accord, et qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une tête humaine. C'est une quoi? Je pense que c'est une tête humaine. Nous sommes au Colorado. Une femme au bout de l'appareil est à bout de souffle. Elle est en état de choc. Elle vient de faire une terrible découverte dans la chambre de son fils et elle appelle à l'aide. Les autorités doivent intervenir le plus vite possible. Quelque chose de dramatique vient de se produire. Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez l'habitude d'entendre des histoires horribles. Mais je dois tout de même vous prévenir, l'histoire qui va suivre est particulièrement troublante. Et je vous dis pas ça pour rien, croyez-moi. On va parler d'une personne qui a repoussé les limites de la cruauté et de l'indifférence. Ce soir, je vais vous parler du cas de Brian Cohey. Alors sans plus attendre, je vais vous demander de vous installer et de vous laisser emporter par ma voix. Nous prenons la route de Grand Junction, dans l'état américain du Colorado. Pour vous situer un peu, nous sommes au centre des États-Unis. Le 1er mars 2021, Terry Cohey prend contact avec le numéro d'urgence américain, le 911. Elle vient de faire une terrible découverte dans la chambre de son fils. Elle tombe sur quelque chose dissimulé dans un placard. Terry a trouvé 2 sacs étranges et elle a voulu regarder à l'intérieur. En ouvrant le premier sac, elle est tombée sur une oreille. Et elle a tout de suite refermé, préférant ne pas en voir davantage. Et tu m'étonnes, t'imagines la mère qui nettoie la chambre de son fils et qui découvre ça. J'imagine même pas la tête qu'elle a dû avoir à ce moment précis. T'ouvres le placard de ton fils et tu vois une oreille. Quoi? Ça n'a pas de sens et c'est juste effrayant. Et autant vous dire qu'elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Et elle n'a pas hésité une seule seconde et elle a pris contact avec les autorités. Terry décrit le peu qu'elle a vu en ouvrant le premier sac. Elle précise qu'elle a embarqué les 2 contenants dans le but de les placer dans l'évier de la cuisine sous une couverture. Elle a l'impression que le sac qu'elle a ouvert contient une tête humaine. Son interlocuteur lui fait d'ailleurs répéter ce qu'elle vient de dire. Ce qu'il venait d'entendre paraissait tellement inattendu. Il voulait s'assurer qu'il avait bien compris. La mère poursuit la discussion au téléphone, racontant que son fils a une fascination pour les éléments morbides. Elle pensait que cette passion le conduirait à débuter une carrière auprès des forces de l'ordre. Et ainsi, il aurait eu l'occasion de se rendre sur des scènes de crime. Et je peux vous dire qu'elle se trompait totalement, la pauvre. Il était passionné par des choses morbides, et dans son cas, c'était certainement pas pour de bonnes raisons. La mère insiste pour que la police intervienne chez elle. Son fils est à la maison, et elle fait comme si de rien n'était en sa présence. Le répartiteur du 911 lui pose quelques questions au sujet de son fils. Il va lui demander s'il est violent ou non. À ce moment précis, la mère est incapable de lui répondre. Et tout ça, ça semblait lourd de sens. Une patrouille du bureau du shérif est envoyée rapidement sur les lieux. Les agents du shérif coupent la sirène du véhicule avant leur arrivée, dans le but de ne pas faire remarquer leur venue. Ils voulaient arriver sur place discrètement pour que le suspect ne se doute de rien. Ils ne voulaient absolument pas qu'il puisse s'échapper. Alors qu'ils arrivent au niveau de la maison, les agents repèrent le jeune suspect en présence de son père et de son frère. Brian revient de chez une amie. Les premières questions sont posées et l'agent fait comprendre qu'il est ici suite à un appel de ses parents et la trouvaille qu'ils ont pu faire dans sa chambre. L'adjoint du shérif questionne Brian sur ce qui se trouve dans cette pièce et le jeune homme répond le plus naturellement du monde. Une tête humaine et des mains. Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. La scène est complètement lunaire, tu t'attends absolument pas à une telle réponse. Il va avouer directement comme si c'était normal, il va assumer complètement ce qu'il a fait. Je vous avoue que quand j'ai découvert cette affaire, les images m'ont choqué. Je me suis dit mais c'est pas possible. Ton frère ou ton fils est un meurtrier et jusque là tu te doutais de rien. Enfin j'imagine trop les parents, la famille qui vivaient sous le même toit. Quand ils vont apprendre tout ça, mais imaginez juste leur réaction quoi. Bref, ouais, je trouve ça juste troublant. Brian répond aux interrogatoires de l'adjoint du shérif au sujet de la victime. Il mentionne qu'elle se nomme Warren Brown et que c'est lui qui l'a tuée à coups de couteau le 27 février. Le ton employé par Brian est normal.
comme s'il parlait d'un événement du quotidien. Le jeune homme est placé en état d'arrestation en l'espace de quelques minutes suite à son aveu. Les parents du suspect sont sous le choc en entendant les mots de leur propre fils. Terry, la maman, s'effondre et elle est réconfortée par son autre fils, Andy. Brian est fouillé par un des adjoints, tandis que le deuxième est conduit dans la maison par le père de famille pour confirmer les dires du jeune suspect au sujet des restes humains. Le constat est sans appel. Brian assure avoir été anxieux depuis ces derniers jours, alors qu'il est placé à l'arrière du véhicule du shérif. Le suspect est conduit au bureau du shérif ainsi que la salle d'interrogatoire. La brutalité du crime dénote avec l'attitude de Brian, qui est présent à côté de l'adjointe. Il se révèle communicatif, curieux et poli. Les enquêteurs souhaitent en apprendre un peu plus sur le jeune homme de 19 ans. Il est le fils de Terry et Brian Cohey, Sr. Car oui, le père et le fils portent le même nom. C'est pour ça que tout le long de l'affaire, je l'appelle par le père. C'est beaucoup plus simple. Et ici, je n'ai pas su trouver les professions des parents, mais ils étaient jusqu'alors tous les deux chefs de leur propre entreprise. Il a un frère plus jeune que l'on nomme Andy. Le jeune homme a été scolarisé à la Broadway School, à proximité de la maison de ses parents, puis à la Brooklyn Middle School. Il a obtenu son diplôme de fin de lycée l'année précédente, et il a désormais un emploi à temps partiel dans un supermarché Safeway. Brian emballe les courses des usagers. Le jeune homme a de nombreux amis depuis l'école, et il est connu pour son humour morbide, qui ne plaît pas à tout le monde. Depuis qu'il est jeune, Brian Cohey se sent différent des autres. Il n'est pas tout à fait comme les adolescents de son âge. À 5 ans, il a été diagnostiqué d'un TDAH et on lui prescrit un traitement. Il avait de nombreux soucis de comportement, au point où il a dû changer d'établissement à plusieurs reprises, car les autres enfants ne se sentaient pas en sécurité avec lui. À partir du collège, le jeune homme développe un humour très particulier qui fera partie intégrante de sa personnalité. Terry Cohey a pris la décision d'emmener son fils consulter des professionnels. Elle soupçonnait des troubles mentaux, comme elle en avait déjà fait part pour son premier diagnostic. Brian est diagnostiqué d'un trouble dépressif majeur, ainsi que d'un autisme. Les médecins soupçonnaient d'ailleurs que Brian était atteint de psychose et que des tests supplémentaires étaient à prévoir. Malheureusement, malgré de nombreux coups de fil passés, Terry n'a pas pu trouver un spécialiste pour faire examiner son fils. On a trouvé chez Brian une dépression sévère et il prend des antidépresseurs. L'ami de Brian chez qui il s'est rendu, Kaylin Like, est entendu. Il renseigne que le côté provocateur du suspect fait partie de sa personnalité. Kaylin a rencontré Brian vers la fin du collège, début du lycée. Le garçon lui était apparu nerveux, mais elle a rapidement compris qu'il aimait provoquer des réactions intenses chez les autres. Il se faisait un malin plaisir à aller à contre-courant. Peu de personnes étaient réceptives à son humour ou à sa personnalité. Il s'était apparemment présenté chez elle dans le but de parler de ce qu'il a fait. Il va dire qu'il a tué quelqu'un. Mais l'histoire qu'il va raconter sera considérée comme ridicule par le mari de son ami, Justin. Un autre ami du nom de Patrick Reor a également évoqué la personnalité de Brian en tant qu'ami. Le jeune homme faisait partie d'une bande d'amis. Et un jour, ils ont plaisanté sur le fait que si l'un d'entre eux était un tueur en série, ce serait forcément Brian. Personne n'aurait pu imaginer qu'à cet instant, la réalité prendrait le pas sur l'imaginaire. Ses camarades de collège et même de lycée ressentaient une gêne en sa présence. Ils avaient d'ailleurs choisi de le surnommer Dahmer, en référence au tueur en série. Le couple Cohey a également été conduit par les autorités au poste, afin de recueillir leurs témoignages. Terry, la maman, revient sur les événements ayant conduit à la fouille de la chambre de son fils. Son mari était en train de nettoyer le véhicule de Brian, suite à un incident survenu quelques heures plus tôt. Le papa souhaitait savoir s'il était possible de faire quelque chose pour la voiture, et au cours du processus de nettoyage, il est tombé sur le portefeuille d'un homme. Il a appelé sa femme et lui a fait part de sa découverte. Les parents ont un mauvais pressentiment, surtout après certaines réflexions de la police lors de l'incident. Les événements survenus la veille plus tôt autour du foyer Cohey prennent du sens. En effet, le 28 février, Brian Cohey a eu un problème avec sa voiture. Il s'est retrouvé bloqué dans la rivière Colorado. Le jeune homme n'est pas vraiment un bon conducteur. Il a garé sa voiture à un endroit traître, ce qui a fait que son véhicule s'est retrouvé pris dans les eaux. Le jeune homme était venu prendre l'air et s'est laissé surprendre par l'eau. Il a tenté de déplacer la voiture sur la route, mais c'était sans succès. Brian n'a pas d'autre choix que de prendre contact avec ses parents. Ils sont venus sur place et Brian a été reconduit par son père à la maison. La voiture a été remorquée en présence de Terry,
Alors que le véhicule est ramené sur la berge, les agents sont surpris de découvrir une sorte de substance sur le pare-choc arrière. Il y en a d'ailleurs beaucoup et la police prévient les parents de Brian. Entre-temps, le père est revenu et Terry et lui attendent dans la voiture. Les autorités pensent à du sang et on se demande si Brian ne s'est pas blessé d'une quelconque manière. Après un appel, le jeune homme confirme qu'il n'a rien. Le véhicule de Brian a été remorqué chez ses parents. Brian a dupé ses parents concernant le sang se trouvant à l'arrière du véhicule. Le jeune homme avait eu une opération quelques jours auparavant et ses parents ont au départ supposé qu'il s'était blessé pendant l'incident. Mais Brian avait répondu que non. Comme mentionné plus tôt, Terry a parlé de l'obsession de Brian pour le morbide. Son fils s'est rendu l'été auparavant à une sorte de classe spécialisée dans les effets spéciaux. Et là-bas, il a eu l'occasion de réaliser du faux sang. Il gardait apparemment toujours un bidon dans le coffre de son véhicule. Le père de Brian a de son côté révélé être tombé sur des éléments troublants dans la boîte à gants de la voiture de son fils. C'est à ce moment-là qu'il est tombé sur un couteau, avec une longue lame ainsi qu'un autre portefeuille que celui de son fils. Il a trouvé une carte concernant une agence d'intérim. Il a pris contact avec leur service pour leur parler du détenteur du portefeuille, Warren Barnes. C'est de cette manière qu'il a su que ce dernier était signalé comme disparu depuis environ un jour. Le père a voulu savoir pourquoi Brian avait ce portefeuille en sa possession. Et Brian a simplement répondu qu'il l'avait trouvé à Blue Heron. Il ne connaît pas le Warren des papiers d'identité. Et il le jure. La seule personne qu'il connaisse qui porte ce prénom, c'est un ancien camarade du lycée. Donc d'après Brian, il ne connaissait pas cet homme. Maintenant, il est temps de se concentrer sur la victime et de vous faire une brève présentation. L'identification est assez simple avec les papiers d'identité de l'homme. Il s'agit de Warren Barnes, un sans-abri connu dans le secteur. Sa disparition a été signalée le 27 février par Monique, une commerçante du coin qui tient une boutique de mariage. L'homme est constamment au niveau de sa boutique et elle lui prête une chaise afin qu'il puisse s'installer confortablement pour lire. Elle avait vu l'homme d'une soixantaine d'années pour la dernière fois le samedi vers 17 h, alors qu'il se souhaitait une bonne soirée et se disait « à demain ». L'homme n'a pas respecté sa parole et il n'est pas venu le lendemain, ce qui était contraire à ses habitudes. Monique n'était pas la seule à s'inquiéter. D'autres personnes s'étaient rendues compte de l'absence de Warren. Ils avaient visiblement vu juste. Nous connaissons assez peu de choses sur l'histoire et le passé de Warren, mais je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai pu trouver. L'homme est né le 19 mai 1951. Ses parents se nomment Elva et John Barnes. Il est issu d'une grande famille de 9 enfants et compte de nombreux neveux. Warren aime la nature et passe le plus clair de son temps en extérieur, que ce soit pour lire ou nourrir les oiseaux. Au moment de son décès, il est âgé de 69 ans. Il avait ses habitudes au niveau d'un magasin de mariage, où il lisait sur une chaise à l'abri du soleil. Warren est une personne qui apprécie également le contact humain. Il n'hésitait pas à venir en aide aux propriétaires du magasin. Il réalisait même des petits travaux pour des agences du secteur. Warren est connu dans le quartier, et les passants s'arrêtent souvent à son niveau pour échanger avec lui au sujet de ses lectures. Il est décrit comme doux et altruiste. Si on peut être attristé de sa condition, Warren avait semble-t-il choisi de vivre de cette manière, et cela ne le rendait pas malheureux. Il ne mendiait pas pour vivre et avait toujours des paroles bienveillantes. Il était toujours là à souhaiter une bonne journée et en répondant par « et vous aussi ». Warren partageait même sa nourriture avec des oiseaux, des petits animaux dans la rue. Avec tout ce que j'ai raconté, je pense qu'on est tous d'accord, c'était une très belle personne. Et il méritait certainement pas de partir de cette manière. Brian, compte tenu des éléments retrouvés dans sa chambre et dans sa voiture, ne peut qu'avouer avoir commis le meurtre. Le suspect se comporte assez étrangement face au détective avec qui il s'entretient. S'il se montre coopératif, il est également désinvolte et laisse échapper des rires. Brian se met déjà à parler de sa condamnation pour meurtre. Il dit qu'il va avoir 15 ans, 20 ans, alors que l'interrogatoire vient juste de commencer. On sentait qu'il était conscient de la suite des événements. Par la suite, Brian raconte comment il a attaqué Warren pendant son sommeil. L'homme dormait sous un pont à quelques pâtés de maison du centre-ville, près de l'avenue Crosby. Brian était apparemment en train de conduire dans le secteur. Il a remarqué une forme qu'il a identifiée comme étant un sans-abri. Le jeune homme a attrapé le couteau qu'il gardait précieusement dans sa voiture. Il a mis 3 paires de gants afin de ne laisser aucune trace de sa présence. Il s'est approché de Warren et l'a poignardé au niveau du cou. Brian continue en disant qu'au départ, son acte l'a fait paniquer. Il s'est demandé ce qu'il était en train de faire,
tout en continuant à poignarder Warren. Il se posait des questions mais ne s'arrête pas. Il poignarde le corps de Warren de toutes parts. Le jeune homme se souvient qu'il grognait et qu'il émettait des sons d'animaux pendant cette scène. Suite au meurtre, le jeune homme a entrepris de démembrer le corps de Warren. Comble de l'horreur, il a fait part de ses confidences en riant, avant de reprendre ses esprits et de s'excuser concernant ses propos morbides. Brian tente alors de se débarrasser des restes de sa victime, au niveau de la rampe de bateau de Blue Heron, où il a rencontré son souci de voiture. Quand il est finalement rentré chez lui, il a mis ses vêtements dans la machine à laver, dans le but de faire disparaître les traces de sang. Avec les révélations du suspect, une nouvelle patrouille est envoyée au niveau du pont où a eu lieu le meurtre. Une partie des restes de Warren sont retrouvés rapidement sur place, des morceaux de bras et des jambes. Le jeune homme n'est pas triste ou mal à l'aise alors qu'il revient sur son crime. Au contraire, les enquêteurs ont l'impression qu'il passe un bon moment. Brian décrit ce qu'il appelle les règles de 3 concernant les corps. 3 heures après la mort, le corps devient raide. Au bout de 3 jours, le corps commence à sentir mauvais à cause de la décomposition. 3 semaines plus tard, la décomposition du corps est dans un état avancé. Après 3 mois, le corps est méconnaissable. 3 ans après le meurtre, le corps est désormais à l'état de squelette. Quand ses interlocuteurs lui posent la question à savoir comment il est au courant de tout ça, Brian parle du fait qu'il s'est beaucoup intéressé à la médecine légale, à l'anatomie et à la physionomie. Il dit que tout ce qu'il a appris ne provenait pas de ses cours. C'est visiblement de lui-même qu'il a voulu étendre ses connaissances. Brian ne souhaitait pas conserver la tête ainsi que les mains de sa victime. Il s'est rendu compte qu'en l'espace d'un jour, que la tête commençait à dégager une odeur. Il voulait se débarrasser de ces éléments en les enterrant à des endroits différents. Cependant, ses parents sont tombés dessus. Et les 2 sacs où se trouvaient les morceaux de corps ont été placés dans l'évier de la cuisine des Cohey. Brian fait comprendre que cette intention de tuer n'est pas soudaine. Ça a été réfléchi depuis longtemps. Pendant des mois, il a été habité par ce désir de tuer. Cela l'a conduit à préparer un kit composé d'un couteau de cuisine et de gants en plastique, entre autres. Le jeune homme s'est alors mis en quête de la parfaite cible à attaquer et il a commencé à faire des repérages. C'est alors tout naturellement qu'il s'est intéressé à Warren. Son nom s'est alors rajouté à une liste potentielle que Brian avait notée dans son portable. Il le place sinistrement en première position. Voici ce que Brian dira plus tard face à la situation. Les policiers ne semblent pas se soucier qu'il y a autant de personnes à risque dans la rue. Les sans-abri, les prostituées, etc. Je cherchais donc délibérément quelqu'un qui menait ce genre de vie. Il a spécifiquement ciblé sa victime en partie par son statut social, entre guillemets. Il supposait que sa disparition ne serait pas vraiment remarquée. Comme c'était des gens en marge de la société, pour lui, tout le monde s'en foutait. Le suspect s'est peut-être dit que de cette manière, il ne se ferait jamais attraper. Le jeune homme a étudié de nombreux cas de tueurs en série, comme Ed Kemper, Ted Bundy ou David Berkowitz. Brian a noté de nombreux éléments les concernant dans un carnet, une sorte de journal qu'il tenait et qu'il a retrouvé dans ses affaires. Si jusque-là on avait l'impression que Brian n'avait pas agi avant le meurtre, il a tout de même reçu une condamnation en décembre 2018. Il a 15 ou 16 ans à cette date et il a été interpellé pour agression après avoir frappé un élève avec une masse de sa propre fabrication. En 2019, il a attaqué un élève atteint d'un syndrome post-traumatique. Suite à l'événement, Brian a été exclu du lycée. Il était considéré comme trop violent. À l'issue de cette première journée d'audition, le jeune homme est conduit en cellule. Dans le rapport du détective, il aurait reporté que Brian a souri et assuré de se sentir comme Hannibal Lecter. La maison des Cohey a été fouillée dans le but de collecter des preuves, dont le véhicule accidenté de Brian. Le père de Brian n'aurait pas nettoyé complètement le véhicule de son fils. Ça a permis ainsi aux enquêteurs d'effectuer des prélèvements sur les traces identifiées un jour plus tôt comme du sang. Le procès s'ouvre dans le cadre de l'affaire pour meurtre de Warren Barnes le 17 janvier 2023. La procédure doit durer 2 semaines. De nombreux proches de la victime ont fait le déplacement. Ils voulaient se retrouver dans la même salle d'audience que le tueur pour avoir des réponses. Par la suite, Brian va plaider non coupable pour le meurtre de la victime. L'accusé assure qu'il a été pris de folie pour le meurtre. La défense de Brian s'appuie sur les diagnostics que l'accusé a reçus quelques années auparavant. Il est dit que tout ceci l'a conduit à la folie, ainsi qu'à cet acte terrible. La défense espère que cela permettra d'être jugé incapable de distinguer le bien du mal.
et ainsi permettre à Brian d'être déclaré non sain d'esprit légalement. 2 psychologues ont eu l'occasion d'examiner le jeune homme, et pour les deux, la même conclusion. Il n'est pas fou. Au moment des faits, il semblait conscient de ce qu'il allait faire. Brian a parlé bien plus tard de ce qu'il ressentait à propos du meurtre, maintenant que le temps était passé. Il a indiqué que c'était une sorte d'événement qui s'était passé. D'après ses mots, il dira « ça craint, mais ça s'est passé ». Une autre psychologue engagée par la défense a de son côté conclu que l'accusé se trouvait dans une phase psychotique déclenchée en voyant la victime. La défense ne convainc pas les jurés, qui au contraire estiment que Brian était en pleine possession de ses moyens lors du meurtre. Brian a parlé de lui-même qu'il avait envie de tuer, et ce depuis longtemps, et bien avant de cibler Warren. Les vidéos de son interrogatoire montrent un aspect détestable de sa personne, celui de quelqu'un qui était prêt à ôter la vie juste pour voir ce que cela pouvait faire. Le jeune homme n'a pas été avare en détail, repoussant parfois les limites de l'acceptable. L'accusé n'a eu aucun mot à l'intention de sa victime, ou même de l'entourage de Warren. Des témoignages de proches de Warren ont lieu à la barre, afin de parler de la personnalité de Warren, de ce qu'il était et de ce qu'il renvoyait aux personnes de son environnement. Warren a tristement perdu la vie le lendemain de l'anniversaire d'une de ses sœurs, Geraldine Chip, à qui il avait passé un appel. Terry, la maman, vient également parler à la barre pour parler de son fils. Elle va parler aussi de ce qui se passe du côté de l'entourage du meurtrier. Elle raconte que depuis les 2 dernières années, elle n'a eu de cesse de pleurer pour Warren et ses proches. La délibération dure 2 jours à l'issue du procès. Le 10 février 2023, Brian Cohey, 21 ans, est déclaré coupable pour meurtre au 1er degré, donc meurtre avec préméditation. Il a également été reconnu coupable pour 3 chefs d'inculpation. Falsification de preuves et également atteinte à l'intégrité d'un corps. Si le premier jour de son interpellation, le jeune homme pensait recevoir une condamnation d'environ 15 ou 20 ans de prison, le verdict est à la hauteur de sa dangerosité. Brian Cohey est condamné à la prison à vie. Il est incarcéré au complexe correctionnel de Buena Vista dans l'état du Colorado. Un documentaire est sorti sur la chaîne YouTube Explore With Us, intitulé « Des parents découvrent le terrible secret de leur adolescent ». Le documentaire d'1h40 est composé des vidéos des caméras embarquées des adjoints du shérif, ceux qui étaient présents durant l'affaire, ainsi que des interrogatoires filmés des principaux protagonistes le jour de l'arrestation. Les vidéos sont également agrémentées de photos, de preuves afin d'étayer les propos mentionnés. Partagé le 24 mars, le documentaire comptabilise désormais plus de 11 millions de vues. Je n'ai pas trouvé d'éléments sur ce que sont devenus les parents et le frère de Brian Cohey. Les articles de presse ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'ils sont devenus, à moins que ce soit un souhait de leur part. J'espère qu'ils ont pu trouver la paix dans leur vie malgré ce qu'a fait Brian. Et j'aimerais terminer notre récit par un clin d'œil pour Warren. La perte de Warren a provoqué une grande tristesse dans la communauté, une incompréhension suite à l'annonce de cet acte gratuit. En novembre 2021, une sorte de petit monument est érigé près de la rue principale Grande Jonction en hommage pour Warren. Tout ça nous montre que le disparu était apprécié par la communauté. C'est un artiste du nom de Tim Navin qui a créé une œuvre représentant une chaise placée sous un arbre avec une pile de livres dessus. Celle-ci est disposée au même endroit où Warren avait l'habitude de se tenir, dans une sorte de petite cour derrière le magasin de mariage. Warren était connu, comme je vous l'ai dit, en tant que personne appréciant la lecture. Personne ne l'oubliera, et personne n'oubliera l'horreur qu'il a subie. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et je dois dire que quand je suis tombé dessus, j'en revenais pas, tout simplement. On parle quand même d'un jeune homme qui révèle en quelques minutes, en présence de la police et de ses parents, qu'il a commis un meurtre. Il ne va pas nier une seule seconde et c'est ça qui est le plus effrayant. Brian Cohey était un jeune homme de 19 ans qui, malgré des troubles, s'était intégré à la société. Il avait des amis, un travail, des passions comme celles des tueurs en série. Cependant, si de nombreuses personnes sont fascinées par ces êtres qui ont pris le chemin du meurtre, tout le monde n'est pas prêt à passer à l'acte. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon ça voudrait dire que tous ceux qui me regardent seraient susceptibles de faire des choses horribles. Arrête de dire n'importe quoi. C'est un cas isolé, il n'y en a pas beaucoup, on est d'accord. Bref, je vous ai à l'œil, bande de fourbes. Calm down, restez loin de moi. De toute façon, il y a la caméra qui nous sépare. Vas-y, bref, je continue. Comme je disais, c'est pas parce que tu regardes une émission sur un tueur en série que tu vas en devenir un. Loin de là.
Là, on fait vraiment face à des cas isolés. Et Brian faisait partie de ces gens qui vont dépasser les limites. Le jeune homme avait une fascination pour de nombreuses choses tournant autour des faits divers. Il était fasciné par les tueurs en série et l'anatomie. Il était désireux de tout connaître et de ne rien laisser au hasard. Cette précision l'a conduit à prendre des notes et à se créer son propre kit du meurtrier. Il ne lui manquait plus que de trouver la parfaite victime afin de savoir ce que cela pouvait faire de tuer une autre personne. Son choix s'est porté sur une sans-abri ou une prostituée, car il pensait que personne ne s'en rendrait compte. C'est le pauvre Warren Barnes qui a été pris pour cible. Mais Brian était une personne inexpérimentée, et c'est ce qui a joué contre lui. Non seulement il a accidenté sa voiture dans laquelle se trouvaient des traces de sang, mais il a pris avec lui des restes du corps de Warren, dont la totalité du corps n'aurait pas été retrouvée. Brian avait l'intention de les enterrer ailleurs, mais ça n'a pas pu être possible. C'est le portefeuille du disparu qui va permettre aux parents de Brian à chercher davantage à comprendre ce qui s'est passé avec la voiture. Ici, j'ai une pensée pour les parents de Brian, qui en prévenant le bureau du shérif, avaient conscience de prendre un chemin terrible s'ils venaient à les mener vers la vérité. Ils auraient pu prendre la décision de cacher ce que leur fils avait fait et poursuivre leur vie comme si de rien n'était. Eh bien non. Ils ont agi comme tout bon citoyen devrait le faire, en connaissance de cause. Ils ont dénoncé un criminel. Ils ont eu le courage de le faire en sachant que ce n'était pas une action anodine. Et la question que je vais vous poser ici m'intéresse énormément. Et si c'était votre fils qui avait commis une chose pareille? Vous êtes les parents et vous découvrez tout ça. Quelle aurait été votre réaction? Dites-moi. Est-ce que vous auriez protégé votre fils ou au contraire, vous l'auriez dénoncé directement? Cette question m'intéresse beaucoup et j'attends vos réponses dans les commentaires. Je tiens à présenter mes condoléances aux proches de Warren Barnes. C'était un homme gentil, toujours prêt à rendre service et qui appréciait le contact humain. C'était un homme qui faisait partie de la routine de tout son quartier. Il donnait quotidiennement le sourire aux gens. Il avait cette présence que personne ne pouvait louper. C'est en constatant son absence que sa disparition a été remontée à la police, bien que son sort ait déjà été scellé. Warren était une belle personne et aucun être ne mérite de subir un sort pareil. Ainsi se termine l'histoire de Brian Cohy. Maintenant, on passe à notre deuxième affaire. Si je vous dis Robert Leming, est-ce que ça vous parle? Non? Eh bien aujourd'hui vous allez découvrir cet homme, ou plutôt pour être un peu plus correct, cette pourriture. Et encore je suis gentil, il mériterait beaucoup plus de vulgarité, croyez-moi. Cet individu va commettre des choses qui font froid dans le dos. Tout au long de cette affaire, on va essayer de creuser le pourquoi du comment. Son comportement, ses agissements, tout ce qui va nous aider à comprendre pourquoi à un moment donné, son cerveau va complètement vriller. Je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet avec Robert Leming. Let's begin. Robert Leming est né en 1985 dans une base militaire de l'armée britannique en Allemagne. Son père était un officier haut gradé. Très vite, la famille emménage dans le Wiltshire, au sud du Royaume-Uni. Avec ses deux frères Christopher et George, ainsi que leurs parents, Robert grandit dans la ville de Marlborough. Il faut savoir que cette ville fait partie des zones rurales les moins peuplées d'Angleterre. Les trois frères vont donc vivre une enfance relativement isolée du reste du monde. Et Robert, quant à lui, est plus solitaire que les deux autres. L'enfance et l'adolescence de Robert se passent de façon relativement normale, hormis un détail qui peut être troublant. Robert développe depuis ses 7 ans une fascination pour les couteaux qu'il collectionne d'année en année. La famille Leming ne prête cependant pas beaucoup d'attention à ça. Ils vont même l'autoriser à avoir ce passe-temps qu'il aimait pour les couteaux. Après avoir terminé ses études secondaires, Robert décide de ne pas étudier à l'université. Il va plutôt se tourner vers un apprentissage pour devenir mécanicien de poids lourd. À peu près à la même époque, il commence à fréquenter les salons de discussion en ligne. C'est là qu'il rencontre celle qu'il pense être l'amour de sa vie à l'époque, vers la fin des années 2000. C'est une étudiante canadienne qui travaille pour devenir enseignante. Elle s'appelle Sarah. Ils vont discuter presque toutes les nuits. Ils se contentent de leur liaison en ligne pendant un certain temps, développent un amour à distance qui bientôt n'est plus suffisant. Mais Sarah ne peut pas se résoudre à quitter ses études qu'elle aimait énormément pour rejoindre Robert.
Alors c'est lui qui va décider de partir du Canada. À ce moment-là, au Canada, il y a un marché florissant concernant le transport de marchandises et forcément une très grande demande de mécaniciens. Ainsi, la formation de Robert est un atout pour facilement obtenir son visa et commencer à vite travailler. Rapidement, il demande également la citoyenneté canadienne. Peu de temps après, il déménage dans la ville de Calgary, là où se trouve Sarah. Il y commence à travailler et le couple enfin réuni décide de se marier en février 2013. Là, ils vont acheter une maison dans la banlieue de Cranston et ils vont aussi prendre un chien qu'ils vont nommer Axel. La vie de Robert est un véritable bonheur. Un beau jour, Sarah annonce quelque chose à son mari. Elle est enceinte. 9 mois après, leur fils voit le jour. Et franchement, quoi de plus beau que d'avoir son premier enfant, dites-moi. Et au passage, je tiens à envoyer énormément d'amour et de respect à celles qui ont porté la vie pendant 9 mois. Quoi dire de plus à part que vous êtes des femmes formidables? Bref, reprenons. Sarah est enceinte et la petite famille mène une vie tranquille qui aurait pu continuer sur cette lancée. Vu de l'extérieur, tout est parfait. Tout le monde semblait heureux dans le meilleur des mondes. Mais dans l'intimité du couple, les choses ne sont pas aussi roses qu'on pourrait le croire. Robert n'a pas l'air comblé par cette vie. Et il le fait comprendre sur sa femme Sarah qui petit à petit n'en peut plus. En 2017, elle demande le divorce. À l'avocat, elle parle d'abus émotionnels de la part de son mari. Elle dit être constamment négligée, maltraitée émotionnellement, traitée de folle et d'être inutile. De son côté, Robert annonce qu'il n'a jamais voulu ni du chien ni du bébé. En fait, il semblait rejeter la faute de ses mauvaises décisions sur Sarah. À la fin de leur relation, Robert prend l'habitude de boire et de fumer de l'herbe excessivement, tout en continuant toujours sa fameuse collection de couteaux. D'ailleurs, il va aller encore plus loin. Il va se mettre à aussi collectionner des armes à feu. C'est aussi pour cette raison que sa femme a décidé de mettre fin à leur relation. Elle trouvait ça bizarre et elle avait peur pour sa propre vie et celle de ses enfants. Il est vrai que Robert dispose d'une collection désormais assez impressionnante. Elle contenait pas moins d'une 60aine de couteaux et d'un nombre tout aussi conséquent d'armes à feu, qu'il entrepose dans un coffre-fort. Durant cette période, Robert enchaîne les petits boulots, se voyant à chaque fois non renouvelé dans son contrat car accusé de voler l'entreprise, ou encore pour avoir consommé du cannabis sur son lieu de travail. Un jour, il va faire quelque chose d'affreux. Il prend Axel, le chien de la famille, et il va l'emmener très loin de la maison. Mais ce n'était pas pour le promener comme quelqu'un de normal, non. Il va l'abandonner dans les montagnes canadiennes, attaché à un arbre, condamné à une mort certaine. Robert avait une tendance cruelle envers les animaux. La justice l'avait déjà condamné plus de 3 fois pour des violences envers eux. Lors de la prononciation du divorce, le juge décide de la garde exclusive du fils qui a alors environ 4 ans par la mère. Robert, lui, ne pourra désormais le voir que par l'intermédiaire de visites supervisées. C'est un divorce malheureux aux conséquences brutales. Robert, lui, vit désormais seul. Cela dure un temps, mais la solitude le gagne. Il retourne alors aux applications de rencontres. Et c'est là qu'il finit par y rencontrer Jasmine, la jeune maman de la petite Alia qui a moins de 2 ans. Malheureusement pour elle, elle est tombée sur la pire personne qu'elle aurait pu rencontrer. Mais ça, elle ne pouvait pas le savoir. Très vite, ils se mettent ensemble. Et Jasmine, qui vient de rompre avec le père de son enfant, emménage avec sa fille chez Robert, mais en tant que locataire. Car oui, même en ayant développé une liaison avec Robert, il est son propriétaire. Et en ce sens, il désire qu'elle lui verse un certain montant pour le loyer. Les jours passent et leur complicité se développe. Ils sont amoureux. Robert est attentionné et s'occupe bien de la petite Alia. Il montre qu'il est là pour elle avec plein de petits gestes, comme un bon père. Mais bientôt, il se met à avoir le même comportement qu'avec Sarah. Et la suite, on la sent arriver. Robert semble se lasser. Insatisfait de la relation, il décide de s'inscrire à nouveau sur un site de rencontre. Évidemment, sans en dire un mot à celle qui partage désormais son quotidien. Mais il est peu discret et Jasmine sait ce qu'il est en train de faire derrière son dos. D'ailleurs, petite parenthèse, ça vous fait pas peur ça? Que votre petit copain ou votre mari discute avec une femme en cachette? Je veux pas créer des problèmes ou rendre parano, mais voilà quoi. Avec une histoire pareille, je me dis on sait jamais, restez bien sur vos gardes. Bref, reprenons. Jasmine sait que Robert traîne sur des sites de rencontres, donc elle va s'en prendre à lui en l'accusant de ce comportement. Et elle a raison, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sois fidèle à ta bien-aimée, bon sang. Ou sinon, sois honnête avec elle, mais on t'a à l'œil, petit fourbe. Pour elle, c'est comme de la tromperie, mais Robert nie ce qui lui est reproché. Cette confrontation fragilise la relation, un manque de confiance s'installe. Cependant, le couple ne va pas encore se déchirer. On a l'impression que tout le monde va prendre sur soi et que la vie continue. Le 14 avril 2019, Jasmine, Alia et Robert dînent avec la famille de Jasmine. Sa maman Kim et sa sœur Geneviève sont présentes. Devant eux, le couple essaie de faire bonne impression, comme si de rien n'était. Comme si tout allait pour le mieux et que c'était le parfait couple. Mais Geneviève, qui connaît parfaitement sa sœur, semble sentir certaines tensions. D'ailleurs, dès le début du couple, elle ne pensait pas que la relation qu'entretenaient sa sœur et Robert était au fond une bonne chose.
Pour elle, ils n'avaient pas l'air d'aller si bien ensemble. Jasmine est une femme qui est très proche de sa famille. Elle voit régulièrement sa sœur et sa maman et souvent elle s'appelle. Il ne se passe que rarement quelques jours où ils ne se donnent pas de nouvelles. Et comme je le dis, c'est très rare. Et ce détail, gardez-le bien parce qu'il a une importance dans la suite de l'enquête. Bref, Jasmine et sa famille sont très fusionnelles. À la fin de la soirée, Jasmine embrasse sa mère et sa sœur. Le repas était agréable, la nuit était douce. Lorsque Kim et Geneviève vont dire au revoir à Jasmine et à la petite Alia, personne n'aurait pu se douter que ce beau moment partagé serait le dernier. 5 jours après, le 19 avril, Jasmine, Kim et Geneviève devaient se retrouver autour d'un nouveau repas. Pour organiser les préparatifs, Kim appelle Jasmine. Mais ce jour-là, le téléphone sonne dans le vide. Jasmine ne répond pas. C'était étonnant pour Kim, sa maman, qui a l'habitude que sa fille réponde tout de suite. Elle va réessayer le lendemain, mais malheureusement, elle n'obtiendra aucune réponse. 2 jours s'écoulent et cet inhabituel silence engendre une inquiétude chez Kim et Geneviève. Jasmine aurait dû répondre. Ce n'était pas du tout à son habitude de laisser des appels manqués. Ce n'était quasiment jamais arrivé. Là, ça ne sent pas bon du tout. Il y a quelque chose qui cloche et ça semblait évident. Il faut absolument retrouver Jasmine et le plus vite possible. Et c'est là que Kim Sanderson prend une décision. Se rendre à leur maison de Cranston. Arrivée là-bas, elle frappe à la porte. En attendant une réponse, elle ne remarque rien de particulier ni d'anormal. Les jouets d'Alia sont dispersés un peu partout dans le petit jardin, et une paire de baskets est posée près de la porte. Après un petit moment, elle refrappe à nouveau, mais personne ne répond. Robert et sa femme semblent s'être absentés. Kim se retourne pour partir, et elle est déçue de ne pas avoir obtenu de réponse à toutes ses sollicitations. Juste avant de repartir, elle jette de nouveau un rapide coup d'œil sur la paire de baskets. Étrangement, celle-ci est trempée. En prenant le chemin du retour, l'esprit de Kim est rempli d'interrogations. Est-ce que Jasmine s'est absentée quelques jours pour aller avec Robert ? Mais pour aller où? Et pourquoi ne pas l'avoir prévenu? Même un petit SMS. Peut-être sont-ils partis dans la précipitation ou pour longtemps. Elle se posait énormément de questions. Où se trouve ma fille? La panique s'empare lentement de son esprit. Mais elle choisit pour l'heure de patienter encore un peu. Tout ça avait forcément une explication logique, c'est certain. Elle espère juste que rien de grave n'est arrivé. 2 jours passent et toujours aucune nouvelle de la jeune femme. Mais cette fois-ci, c'en est trop pour sa famille. La situation n'est pas normale. Elle décide d'appeler la police et de déclarer Jasmine et sa fille disparues. Elle va expliquer toute la situation. Les agents canadiens comprennent tout de suite que c'est grave. Là, il est temps pour la police de prendre le relais. On manque cruellement d'informations. Ça, c'était clair. Personne ne sait où se trouve Jasmine et ça devenait de plus en plus inquiétant. Poursuivons avec la suite de l'enquête en espérant trouver au plus vite des réponses. La police va prendre en charge ces disparitions et va commencer à enquêter. La première chose qu'il décide de faire, c'est de se rendre au dernier lieu de résidence connu de Jasmine, la banlieue de Cranston, là où s'est rendu Kim quelques jours plus tôt. Une fois là-bas, il frappe à la porte plusieurs fois, mais à nouveau, personne ne répond. Un des agents laisse un avis de passage sur la porte, signifiant au couple de les contacter ou de se rendre au commissariat le plus proche. Mais la police ne s'arrête pas là. Elle décide de se garer à quelques mètres de la maison de Robert et Jasmine et d'attendre. Il voulait attendre que quelque chose finisse par se présenter ou que quelque chose se produise. Les heures passent et la nuit commence à tomber. Les agents commencent à être fatigués, mais leur patience va être récompensée. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Les lumières de la maison jusqu'alors éteintes viennent de s'allumer. Et encore plus que ça, certaines pièces s'éteignent et d'autres s'allument. Quelqu'un était déjà à l'intérieur, et ce depuis le début. Car ayant surveillé l'entrée de la maison depuis des heures, personne n'aurait pu y entrer sans être vu, du moins pas par la porte. La police s'approche de la maison et elle frappe de nouveau à la porte. Cette fois-ci plus fermement, mais pas de réponse. Un des agents crie alors à travers la porte. « Police, nous savons qu'il y a quelqu'un ici. » Après avoir crié que c'était la police, à l'intérieur, quelqu'un s'agite. Quelques secondes plus tard, il cède à la pression et ouvre la porte. Là, les agents se retrouvent face à un homme les cheveux en bataille. Il était habillé d'un t-shirt délavé, gris et d'un short. Cet homme, c'était Robert. Il était autant ivre que défoncé. Il a consommé de l'alcool et a fumé de l'herbe ce soir-là. Les policiers lui demandent si tout va bien. Robert s'assoit dans son canapé et il a l'air un peu perdu. Mais il va fixer un par un les 2 policiers. Toute la scène est filmée par une caméra embarquée, accrochée sur le gilet d'un des agents. Tout en pénétrant le salon, ils se mettent à interroger Robert et à discuter avec lui. « Vous êtes Robert ? Monsieur, est-ce que vous êtes Robert Lemming ? » « Oui, c'est moi. » « Ok, nous avons essayé plusieurs fois de vous joindre, vous et votre conjointe. Est-ce qu'elle est avec vous ce soir ? » ?»« Non, elle a dit qu'elle était avec sa sœur. » »« Cela n'a pas vraiment de sens, monsieur, étant donné que sa maman et sa sœur sont à sa recherche. » Robert devient silencieux pendant quelques secondes et il demande «
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ensuite, la police lui explique qu'ils sont garés depuis des heures devant chez lui, en attendant une réponse. Qu'ils avaient sonné à sa porte et tapé à de nombreuses reprises un peu plus tôt en fin de journée. Robert va répondre qu'il a un peu trop bu et fumé ce soir. Il était en train de sous-entendre que dans son état, il ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait pas réaliser que quelqu'un essayait de le joindre. Et c'était la même chose pour les appels sur son téléphone. Alors la police demande à vérifier l'étage de la maison et les autres pièces, afin de vérifier si tout va bien. Ce que Robert accepte tout de suite d'un geste de la main. Puis en cherchant ces mots, il raconte aux policiers qu'il y a quelques semaines, une dispute a éclaté entre lui et sa femme. Jasmine aurait déclaré vouloir déménager de la maison, et elle se serait mise dans une telle colère qu'il aurait jeté un tas d'affaires lui appartenant dehors. Sur un ton presque pathétique, il déclare « J'ai déjà laissé des gens vivre avec moi avant », et il déménage. Le policier rebondit tout de suite sur ce que vient de dire Robert, comme s'il avait été heurté par le terme qu'il venait d'employer. Des gens. D'accord, mais ce n'est pas juste comme un colocataire là. C'est votre petite amie, non? Non, c'est plus une colocataire qu'une petite amie. Les policiers écoutent attentivement tout ce que Robert raconte, mais ils ne sont pas du tout convaincus par son récit, et même ils le trouvent très suspect. Un lien entre lui et la disparition manifeste de Jasmine et sa fille semble presque évident. Les policiers lui demandent la dernière fois où ils se sont vus, ce à quoi Robert répond jeudi, donc le 18 avril 2019. Reste maintenant à savoir ce qui s'est passé entre les alentours du 17 avril et aujourd'hui, le 24 avril. Les policiers en ont assez entendu. Ils décident de partir, laissant cet homme seul sur son canapé. Mais ils ne comptent pas du tout en rester là. Le 25 avril, soit le lendemain, un mandat de perquisition est demandé pour pouvoir fouiller librement la maison de Robert. Une équipe d'intervention tactique est sollicitée, qui est à peu près équivalente au JIGN en France. Très rapidement dans la journée, des voitures sont envoyées dans le quartier de Cranston. Arrivés sur place, les squads tentent de rentrer dans la maison, mais la porte résiste. Des hommes essaient alors de la défoncer, mais rien à faire. La porte se révèle être incroyablement solide. Les agents font donc le tour de la propriété pour passer par l'entrée de derrière. Là, ils entrent facilement. Une fois à l'intérieur, l'un des agents s'empresse d'ouvrir l'accès principal. Et ce qu'il découvre est stupéfiant. Robert avait barricadé l'entrée, mais pas de n'importe quelle façon. Il avait carrément placé des barres de fer à chaque extrémité de la porte. Et ces barres étaient elles-mêmes plaquées contre la première marche de l'escalier menant à la mezzanine, juste en face de la porte. Il était donc presque impossible de la forcer et de passer par cette porte. On pourrait penser que Robert est parti, qu'il a profité du peu de temps qu'il avait depuis la veille pour bloquer sa maison, prendre des affaires et s'enfuir le plus loin possible. Mais non, Robert est là et il se rend sans résistance. La police fouille sa chambre et ses affaires. Il tombe sur son coffre qui contient sa fameuse collection d'armes et de couteaux. Mais bien que suspecte, cette découverte ne prouve rien. Elle ne fera pas avancer l'enquête sur la disparition manifeste de Jasmine et de Alia. Au Canada, certaines armes sont autorisées. Les collectionner est un acte légal. De plus, celles que possède Robert ne sont pas forcément toutes fonctionnelles. Mais Robert sera malgré tout arrêté. La raison pour laquelle il a bloqué sa porte n'est pas rapportée explicitement par les autorités. Ici, son attitude a été un élément aggravant lors de son arrestation. Et ça se comprend, c'est totalement bizarre ce qu'il venait de faire. Au commissariat, Robert est interrogé. La police pense clairement qu'il en sait un peu plus sur ce qui a pu arriver à celle qu'il appelait désormais sa colocataire, ainsi que sa petite fille. Car oui, Robert soutient que Jasmine n'est plus que sa colocataire, qui lui payait juste un loyer. Mais plus l'interrogatoire avance, plus les éléments qui pourraient accabler Robert se réduisent. Donc personne ne peut officiellement témoigner contre lui, ni en sa faveur. Robert répond à toutes les questions sans rechigner. Il raconte aux enquêteurs qu'avec Jasmine et Alia, ils étaient allés se promener en forêt, et qu'ils s'étaient éloignés un moment seuls, à peine quelques minutes. En revenant vers les filles, elles avaient tout simplement disparu. « Eh, tu nous prendrais pas pour un con, Robert ? Son témoignage n'a aucun sens. Elles étaient là avec moi en train de pique-niquer, et hop là, d'un coup je me retourne, et il n'y avait plus personne. » Comme c'est bizarre, Robert. L'histoire n'est pas du tout crédible. Bref, imaginons que ce soit vrai jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que Jasmine est partie avec sa petite de 22 mois sous le bras, ou peut-être qu'elles se sont fait kidnapper. Mais ça, on va le découvrir juste après. On va voir si ces hypothèses peuvent tenir debout. À peine 24 heures plus tard, Lemming est libéré faute de preuves. La police va tout de même effectuer des expertises médico-légales chez lui, dans le cadre de l'enquête. Après tout, la maison du présumé innocent est aussi celle de la personne recherchée. Robert est donc de nouveau en liberté. Et la première chose qu'il fait, c'est de se rendre dans un bar pas trop loin et de se défoncer avec quelques pintes. Peut-être histoire de se détendre un peu après toutes ces émotions. Il boit, il engloutit et il s'empiffre. Et une fois ivre, des équipes de télévision locales qui étaient déjà au courant de l'affaire parviennent à entrer en contact avec lui. Ils lui proposent une interview sur ce qui vient de se passer, et aussi sur une expérience après une telle arrestation. Parce que derrière, faut savoir que c'était pas n'importe qui, l'équipe de tactique canadienne, donc c'était pour quelque chose de grave. Robert accepte l'interview qui a eu lieu dans la foulée.
Celui qui vient d'être à peine relâché est encore ivre, et visiblement enthousiaste à l'idée de raconter son aventure. Quand il parle, il n'arrête pas de glousser nerveusement, parfois jusqu'à littéralement rire en se balançant la tête en arrière. Oui, c'est ridicule ce que je fais. Je continue. Il parle surtout de sa relation de bons amis avec Jasmine et répond par correct à la quasi-totalité des questions qui lui sont posées. Mais il y a quelque chose de bizarre dans son comportement. Quelque chose qu'on ne remarque pas tout de suite, qui pour certains est un détail mineur. Lorsqu'il parle de Jasmine, il parle d'elle au passé. Jasmine était une bonne personne. Jasmine était adorable. Je n'avais aucun problème avec elle. Le fait de parler d'elle au passé, c'était bizarre quand même. Mais enfin bref, les jours passent et Kim, la maman, commence à désespérer. Elle veut retrouver sa fille en bonne santé, mais l'enquête commence à stagner. La situation est très délicate. Pendant ce temps, Robert clame haut et fort son innocence à qui veut bien l'entendre. Mais il reste le principal suspect dans l'affaire qui secoue Calgary. L'enquête ne mène à rien malheureusement, donc la police décide de transmettre le dossier à une équipe plus haut placée. Ainsi, le département de la protection infantile prend part à l'affaire. Des réunions sont faites, de longues discussions sont entamées pour s'entendre sur la meilleure démarche à adopter. Et c'est là qu'une idée est trouvée. Une idée plutôt simpliste à première vue, mais très astucieuse. Le projet est lancé et les autorités le baptisent Project Highwood. Le principe est simple, je vous explique. Des policiers en civil vont devoir surveiller Robert dans quelques-uns de ses déplacements et ils vont tenter de gagner sa confiance pour lui soutirer d'éventuelles informations. C'est parti, les informateurs sont désignés et le 5 mai, le projet Highwood est lancé. Il faut à tout prix que l'enquête avance. 2 vies sont peut-être encore en jeu, même si l'espoir de retrouver Jasmine et Alia est de plus en plus faible. Les informateurs ont peu de temps, mais vu la délicatesse de leur mission, ils doivent choisir le bon moment. Le 6 mai 2019, Robert Lemming sort de chez lui pour acheter de l'alcool. En sortant du magasin, 2 hommes se présentent face à lui. Ils disent le reconnaître, qu'ils l'ont vu à la télé il y a quelques semaines. Robert comprend qu'il parle à des gens lambda. La discussion s'engage entre lui et les 2 inconnus, qu'il prend pour de banals habitants du coin. Mais rapidement, la conversation dérive vers quelque chose d'inattendu pour Lemming. Les 2 hommes affirment qu'ils connaissent quelqu'un qui a récemment découvert des preuves sur l'affaire, et ces preuves pourraient potentiellement incriminer directement l'homme qui vient de croiser leur route. La stratégie est un peu risquée, mais elle fonctionne. Robert mord à l'hameçon et décide d'emmener les agents chez lui dans sa maison de banlieue. Robert veut sans doute en savoir plus et montrer que cette histoire n'a pas de lien avec lui. Ou peut-être qu'il veut simplement chercher à se faire de nouveaux amis en prenant l'apéritif avec eux, ou peut-être les deux. Les 2 informateurs jubilent, mais ils gardent leur sérieux. Absolument rien ne doit sembler bizarre. Ils ont réussi leur coup, ils sont déguisés, et maintenant, ils doivent récupérer les informations. Chez Robert, pendant plusieurs heures, les 3 hommes discutent. Ils boivent quelques bières, et la langue de Lemming se délie de plus en plus, au même titre que sa confiance et son envie de se confier. Et puis enfin, ce fut la révélation. Les enquêteurs échangent un regard furtif. Robert, enfoncé dans son canapé, face à eux, une bouteille à la main, parle de Jasmine et d'Alia. Et ce qu'il va dire est tragique. Elles sont mortes. Toutes les 2 sont mortes. Il a tué Jasmine, il a enterré son corps, comme celle de sa fille, dans une forêt dans un comté voisin. Quelques heures passent et les nouveaux amis de Robert lui demandent s'il pourrait les emmener là où les corps sont cachés, ce que Lemming accepte. On pourrait presque croire qu'il avait deviné que les 2 hommes étaient des agents infiltrés, mais qu'il avait besoin de soulager sa conscience. Mais les policiers sont malins et ils ont pas mal d'idées en tête. Ils proposent à Robert de l'aider à déplacer les corps ailleurs, ce qui finit d'éteindre les potentiels soupçons. Croyant se faire des amis de confiance, il était en réalité en train de signer ses aveux. Et tout ça en une seule soirée. Je trouve ça quand même surprenant de faire de tels aveux à 2 parfaits inconnus. Le mec a tué sa femme et sa fille et il va raconter ça normal, comme si c'était un truc banal. C'est du grand n'importe quoi. Soit il est très bête, soit il est dérangé. Voilà tout ce qu'il va raconter avec sa version des faits. Bien sûr, certains éléments sont à prendre avec des pincettes. Le 16 avril 2019, Robert serait allé chercher Alia à la garderie, pendant que Jasmine se rendait à des entretiens d'embauche. Arrivée à la maison, Alia prend son goûter et se lève pour se diriger vers les escaliers. Là, elle aurait commencé à essayer de monter les marches, puis elle a chuté. J'ai entendu un bruit sourd et je l'ai vue allongée sur le sol. Elle semblait aller bien, je l'ai ramassée et je l'ai dépoussiérée. Puis Robert l'aurait mise dans son lit pour qu'elle se repose. Peu de temps après, Jasmine rentre à la maison. Elle et Robert dînent ensemble devant la télévision. Environ 45 minutes plus tard, Robert monte à l'étage pour voir si Alia dort bien. Mais en s'approchant de l'enfant de presque 2 ans, il s'aperçoit que quelque chose n'est pas normal. Je l'ai ramassée et j'ai constaté qu'elle était molle et ne répondait pas. Il appelle donc Jasmine qui monte tout de suite pour voir ce qui se passe.
La petite fille est inconsciente. Jasmine essaie de la réanimer, mais sans succès. Robert serait rapidement descendu pour récupérer son téléphone. Il voulait prévenir les secours, et Jasmine est juste derrière elle, paniquée, elle ne fait que crier. Lemming va dire les choses suivantes. On était dans la cuisine en train de pleurer, on a crié l'un sur l'autre, encore et encore. Elle s'est imposée face à moi, m'a pointé du doigt et m'a demandé si j'avais fait quelque chose à Alia. En entendant ces mots, Robert rentre dans une colère noire, et il commet quelque chose d'effroyable. Quelque chose d'inattendu qui nous prouve que l'homme peut parfois être un animal brutal et imprévisible. Cela nous montre à quel point la colère peut mener à la haine, et la haine à la mort. J'ai paniqué, et je lui ai mis une claque, et avec un marteau attrapé sur le comptoir, je l'ai frappé sur la tête. Je me souviens de l'avoir frappé 2 fois. Jasmine s'effondre, mais elle respire. Elle est toujours en vie. Ensuite, Robert serait resté là pendant un moment à la regarder. Il ne s'empresse pas d'appeler à l'aide, il ne fait que l'observer. Elle était en train de mourir, et je voulais que ça s'arrête. Je suis allé au garage, et j'ai ramassé un fusil de calibre 22. Et là, je lui ai tiré dans la tête. Pour moi, c'était le moyen le plus rapide pour en finir avec elle. Tout d'un coup, Lemming se retrouve seul dans sa maison silencieuse avec ses 2 cadavres. La première chose à laquelle il pense, c'est les cacher, et vite. Il aurait enveloppé les corps dans des couvertures et des sacs plastiques, en plaçant un rouleau d'essuie-tout près de la tête de Jasmine pour tenter d'arrêter le sang. Puis il aurait placé les sacs dans le coffre de sa voiture, avant de nettoyer les traces de son assassinat. Voilà ce que Robert Lemming raconte aux enquêteurs lors de son procès au tribunal. Le trajet entre la banlieue de Cranston et la forêt du comté de Kananaskis, où reposent Jasmine et Alia, dure environ 1h45. Robert, toujours accompagné des informateurs, arrête la voiture. Il en sort et les 2 hommes le suivent. Il marche quelques minutes entre les arbres, puis Robert s'arrête. L'un des 2 agents demande « Alors, où sont-ils » Et Robert va répondre « Regardez, là, juste là. » Et en effet, près de leurs pieds, dans un trou un peu profond et à peine recouvert de terre, sont allongés 2 corps, un grand et un petit. Une odeur d'essence provient de la tombe. Depuis tout ce temps, elles étaient là, à peine cachées. Et sur le champ, suite à cette découverte, Robert est arrêté. 2 ans passent et le procès de Robert a lieu. Il se déroule au centre-ville de Calgary. Nous sommes en novembre 2021 et Robert a 36 ans. D'ores et déjà, l'homme connu pour ses nombreux mensonges auprès des médias avait plaidé coupable pour le meurtre de Jasmine. De toute manière, il avait déjà sans le vouloir fait ses aveux à la police. Le projet Highwood a été un véritable succès. Les agents ont reçu tous les renseignements qu'ils voulaient savoir en moins de 5 heures. Pour sa fille Alia, Robert maintient la même version. La petite fille de 22 mois serait morte d'une chute dans les escaliers. Cette version aurait même été appuyée par un médecin légiste qui aurait déclaré cette version possible, selon l'avocat de Lemming. Par ailleurs, il n'y aurait aucune trace de coup ou d'autres preuves qui pourraient attester une maltraitance mortelle de la part de l'accusé. Cependant, c'est tout de même lui qui a relevé Alia après sa chute et qui l'a mise au lit. Il était donc responsable de l'enfant et il n'a pas appelé les secours pour lui venir en aide. Donc c'est là qu'on peut se poser plein de questions. N'avait-il réellement aucune conscience du danger? Le procureur soutient que l'assassin aurait pu décider de tuer la petite fille après avoir tué sa maman pour finir de cacher son crime. Car même s'il n'y a pas de coup manifeste sur le corps d'Alia, Lemming aurait pu la tuer indirectement en la poussant dans les escaliers par exemple. Bah putain, s'il a fait ça, franchement, c'est un véritable monstre. Mais c'est compliqué de savoir s'il a vraiment fait ça au final. Le 24 janvier 2022, la justice commence à trancher. Pour avoir froidement abattu Jasmine alors qu'elle était encore en vie après les coups qu'elle a reçus, Robert Lemming est accusé de meurtre au 2nd degré avec préméditation. Il est condamné pour ça à la prison à perpétuité, avec la possibilité de libération conditionnelle entre 10 et 25 ans. Si la justice parvient à prouver qu'il a tué également Alia, la sentence sera alors doublée. Aujourd'hui, l'affaire n'est pas terminée. L'enquête est toujours ouverte. Ainsi se termine l'affaire sur Robert Lemming et sa famille. J'aimerais avoir vos avis et vos hypothèses concernant cette histoire. Pourquoi a-t-il finalement été poussé à tuer sa femme? Avait-il un problème psychologique? Il y a tellement de questions sans réponse. Et aussi, pensez-vous qu'il est le meurtrier de sa petite fille ou non? En tout cas, cette affaire, je la trouve très triste. On a une pauvre mère et son enfant qui ont perdu la vie, qui n'ont rien demandé. Elle voulait juste être heureuse et mener une vie paisible, mais malheureusement, Robert Lemming va tout détruire. C'était vraiment une histoire de dingue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi pour votre bienveillance qui me fait toujours super chaud au cœur. Sur ce, prenez bien soin de votre famille. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.